Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV. C'est la grande première du NASport Show. Le NASport Show, c'est quoi? C'est votre show pour évoquer toute l'actualité sportive dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, on va parler football, basket, rugby ou encore hockey sur glace. Le sommaire vous est détaillé tout de suite par Clément Darbieux. Pour la première de NASport Show, un invité exceptionnel. Lionel Charbonnier, champion du monde 98, sera le parrain de notre émission. En football, les Girondins de Bordeaux reçoivent Metz demain pour la 11e journée de Ligue 2. Les dernières infos girondines, c'est dans un instant. Entretien avec le rugbyman Johan Tanga, le 3e ligne du Stade Rochelet, arrivé du Racing 92 cet été. Il a choisi NATV pour sa première. En basket, Marie-Ève Paget, joueuse de Basketland, sera notre première invitée dans Femina. Enfin, le hockey sur glace à l'honneur ce soir avec un reportage sur les boxers de Bordeaux. Et on accueille avec grand plaisir notre parrain de prestige, c'est monsieur Lionel Charbonnier. Salut Lionel. Salut Benji, salut les copains, salut à toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors justement Lionel, si on t'a choisi en tant que parrain, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu es né à Poitiers. Tu fais partie d'ailleurs des 4 néo-aquitains champions du monde de football. Il n'y en a pas en 2018. On va voir si t'es fort Lionel. C'est qui les 3 autres dans tes copains de 98? Lisa, Lisa, bien, qui est née à Saint-Jean-de-Luz, effectivement. Dugas, Dugas, né à Bordeaux. qui est-ce qui pourrait être né à Bordeaux encore? Il n'est pas né à Bordeaux, mais Qui il est-ce- est très souvent dans l'actualité en ce moment. Ah, Dédé! C'est Dédé, le sélectionneur national, qui est né à Bayonne, Lionel. Donc il n'y en a pas en 2018, donc vous êtes 4 néo-aquitains champions du monde. Toi, tu es né à Poitiers, je le disais. Tu es entré au centre de formation d'Auxerre. Tout se perd, mon Benji, tout se perd. Exactement. Tu es né donc à Poitiers. Tu as intégré le centre de formation d'Auxerre à 16 ans. Entre 0 et 16 ans, Lionel, tu as toujours été à Poitiers? J'étais dans un petit club de cité, la cité Bel Air à Poitiers. Le petit club s'appelait le club de Baroque. Les éducateurs, des mecs partie des bons joueurs. Le club de Poitiers par là. Il y en a après à Poitiers qui font carrière. Et je pense à Pépé notamment. Oui, Nicolas Pépé, effectivement, joueur qui est revenu en Ligue 1 cette saison du côté de l'OGC Nice. Tu y es retourné en fin de carrière, Lionel. D'ailleurs, dès ta reconversion, tu as fait un retour au Stade Poitvin en tant que Oui, manager général. C'était la logique de revenir là où tout a commencé, en fait? oui, bien sûr. C'était ce que je m'étais fixé. En même temps, je devais passer mes diplômes. Euh, la maire de Poitiers m'avait demandé de club. C'était un club qui était complètement à l'abandon, que j'ai repris, qui était en pour il restait plus qu'un président et donc que leur entraîneur était en CFA à l'époque. Ça a été chose faite, terminé l'année ensemble et puis ensuite j'ai repris les rênes en tant que manager général pour restructurer le club, remettre une politique technique, une politique l'année d'après. Tu as dû te dire que c'était facile, Lionel, du coup, avec une montée en CFA dès la première année, tu t'es dit, c'est bon, je vais être le nouveau manager français qui va tout casser. On est monté, bien sûr, avec 17-18 points d'avance, je crois, en CFA. Mais moi, je ne connaissais pas le monde amateur. Et puis, je me disais qu'avec 17-18 points, quand tu montes en CFA, c'est suffisant. Je me suis rendu compte tout de suite qu'entre la CFA 2 et le CFA, donc l'équivalent du National 3, National 2 maintenant, il y a vraiment un palier, une marche très 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 importante et donc il a fallu recruter d'urgence un attaquant, chose qu'on a fait et ensuite on a failli monter aussi en CFA, mais je me suis rendu compte que derrière, tout de suite en CFA, fallait que mes joueurs soient entraînés tous les jours pratiquement, fallait être des professionnels quasi, et donc on a très vite rectifié le tir. On était troisième avec la possibilité de monter ou deuxième, je crois. Mais devant nous, il y avait le Racing, qui était entraîné par Jean-Guy Wallem. Et le Racing avait des gros problèmes financiers.
Et donc, j'ai demandé à ma présidente, qui était Christine Dardillac à l'époque, si elle avait continué, parce que moi, en tant que manager général, je m'occupais de toute, je suis allé chercher des partenaires financiers, et pas que financiers d'ailleurs. On a organisé notre club avec des clubs, Club Europe, des clubs de prestige. On a garni les tribunes jusqu'à plus de 3000 spectateurs qui venaient nous voir en enfin, National 2, l'équivalent du National 2 maintenant. Et donc, quand je lui ai demandé où en étaient les finances, elle m'a dit écoute, monte et on verra. J'ai dit non, non, c'est pas comme ça. Et puis quand on te répond ça, ça veut dire que les finances, elles sont pas au beau fixe. Donc j'ai dit écoutez, je voudrais avoir un œil maintenant sur ce que j'ai créé. Et quand on m'a dit que je pouvais pas avoir un œil sur ce que j'avais créé, j'ai dit écoutez, stop, parce que quand ça va bien, t'as pas peur de le montrer, hein. Quand ça va pas, tu le montres pas. Donc j'ai vu que tout ce que j'avais mis en œuvre, ça commençait à être dilapidé. Et puis j'ai dit, bah, j'ai préféré. Après, donc mon deuxième challenge, c'était entraîner un autre club amateur dans ma région de cœur, ma région d'adoption. C'était la Bourgogne, bien évidemment. Et aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, Lionel, le Stade Poitvin est leader. Alors, tu es aux couleurs, là, dans l'émission, tu es, C'est en noir et blanc. magnifique! Tu suis encore un peu les résultats, Lionel? Oui, oui, mon papa me donne ça. Il est toujours à Poitiers. Lui, j'ai toujours ma famille à Poitiers. Et c'est top du top. L'année dernière, il s'en est fallu de très peu pour que le Stade Poitvin monte. Donc là, je suis content. Il y a des belles choses qui se font. Donc, pourvu que le foot reprenne un petit peu de l'embellie, ça serait génial pour notre région. Et ce week-end, ils vont jouer en Coupe de France au 5e tour. C'est une compétition, Lionel, que tu as déjà gagnée 2 fois avec la JOCR. C'est quoi ton rapport avec la Coupe de France? C'est une compétition fabuleuse. J'adore cette Coupe de France parce que ça tombe en pile dans mon ADN. C'est-à-dire que si je suis revenu à Poitiers pour entraîner, c'est parce que je voulais rendre aux amateurs ce que les amateurs m'avaient permis d'être et devenir professionnels. C'est une Coupe de France où les amateurs et les professionnels, justement, se rencontrent. Et là-dedans, quand il y a amateurs, il y a aussi, et même professionnels, mais de moins en moins maintenant, il reste encore des bénévoles. Et c'est une coupe qui permet aussi de mettre vraiment sous les lumières, sous les projecteurs, tous ces bénévoles des petits clubs et qui travaillent pas pour rien, qui sont dans l'ombre. C'est un travail d'ombre. C'est beaucoup d'avoir des bénévoles. Alors c'est de plus en plus rare, mais c'est une compétition qui réunit amateurs, bénévoles et professionnels. Et c'est carrément dans mon ADN. Et c'est quoi ton plus beau souvenir, là, celui qui te vient en tête, Lionel, en Coupe de France? Oh, bah, c'est la première victoire. La première victoire en 94 contre Montpellier, cette finale. J'avais rejoint l'équipe dans les huitièmes de finale, je crois, suite à une blessure de Bruno. Et puis on a fait huitième, quart, demi, et puis cette finale contre Montpellier, qu'on gagne 3-0. C'était le premier gros titre de la JOCR et c'était très important pour nous, tout le stade. Pourquoi c'est vraiment très important? C'est parce que tout le stade du Parc des Princes, à l'époque c'était le Parc des Princes, était donc à peu près 40 000 personnes, un peu plus je crois le parc, qui était pour une ville de 30 000, 25 000 habitants à l'époque. Donc c'était 40 000 bleus et blancs, blancs et bleus, 40 000 Auxerrois pratiquement, allez, je dirais 35 000, et puis je ne sais même pas s'il y avait 5 000 Montpelliérains, mais tout le stade était blanc et bleu, même les Parisiens étaient pour la JA, pour ce premier titre. C'était fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et j'ai calculé en tout, Lionel, si on accumule les Rangers, la JOCR, l'équipe de France avec la Coupe du Monde, tu as gagné au total 9 coupes. C'était un moment où tu te transcendais, notamment il y avait des séances de tir au but 10 forcément, mais 10 J'ai aussi une 10. coupe de cheveux. Et la coupe de cheveux, on en a une en commun. Mais tu avais, forcément plus d'adrénaline, plus de concentration, plus d'efficacité dans les matchs à élimination directe? Non, non, pas spécialement. Je sais que j'en ai gagné deux avec, pardon, avec la JA, tout simplement parce qu'on avait énormément d'humilité. On a été éliminé sur tous les matchs qu'on a fait avec Auxerre,
une seule fois par un club de catégorie inférieure. Et c'était contre 3 et on s'est fait voler par l'arbitre, littéralement. C'était la seule fois, c'était en 95, je crois, au lendemain de la Coupe de France, de cette première victoire. De mémoire, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas un cerveau, j'ai qu'un cerveau de footballeur, donc bon, voilà, je peux me tromper. Par contre, c'est vrai que merde, je me souviens même plus de ta question, mon Benji. La question, c'était ton rapport au match à élimination directe. Ah oui, 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 non, voilà, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup d'humilité à la JA. Ça faisait partie de notre ADN, de tous les joueurs. Donc, c'est pas parce que on était. Je pense que ça, le fait de ne pas sous-estimer à chaque fois des équipes de catégorie inférieure, je pense que c'était une vraie force pour nous. Pour gagner en Coupe de France, c'est la base. Et ensuite, je pense qu'on tenait vraiment, vraiment la pression parce que ce sont des matchs couperés. Généralement, ouais, c'était en une seule phase. Alors, tu allais soit à l'extérieur, soit tu recevais, mais des matchs couperés qu'il fallait vraiment maîtriser. Et on avait les reins solides, on était costaud dans les têtes, on lâchait rien et on voulait surtout sortir des matchs de ce tour de Coupe de France. À chaque fois, on voulait sortir la tête haute. Donc, on donnait tout ce qu'on avait. Si un jour, Lionel, il y a un tirage au sort de Coupe de France qui oppose le Stade Poitvin à la JOCR, tu fais comment? Oh, tu sais, je Tu donnes le pense que coup je d'envoi resterai déjà. quand même. Comment? Tu donnes le coup d'envoi déjà. Ah, peut-être, peut-être, c'est pas sûr, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que je serai toujours, toujours pour le petit poussé parce que c'est aussi, c'est la marque de fabrique de cette Coupe de France. Il y a toujours un petit poussé. Et donc, écoute, c'est la première fois que si le petit poussé perd, je serai content parce qu'il aura été éliminé par mon deuxième club de cœur. Avant de finir, Lionel, quand même, un mot, parce que ça approche à grands pas. Toi qui as gagné la Coupe du Monde 98, tu la sens comment, l'équipe de France, pour le Qatar Mal, 2022? mal, très mal, mon Benji. Je la sens pas du tout. Je vois pas une grande épopée pour notre équipe nationale. J'espère franchement me tromper et je croise les doigts pour me tromper, mais je sens pas le coup. Il y a plein de choses qui me font dire que déjà c'est très rare que le vainqueur de la Coupe du Monde déjà fasse une très belle épopée l'année, enfin la compétition d'après, 4 ans après. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Fédé qui me dérangent, qui peuvent peut-être atteindre les joueurs. En tout cas, je ne le souhaite pas, mais j'espère vivement me tromper et que ça se passe bien et que la France sera capable d'aller chercher une deuxième étoile. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, effectivement. Lionel, il y a beaucoup d'hippodromes en Nouvelle-Aquitaine. Tu es encore de temps en temps sur les champs de course ou alors que du côté des paddocks pour voir ta fille concourir en Alors jumping? sur les champs de course, je n'y vais pas trop, mais sachez que par exemple à Royan, il y a un formidable écrin là-bas pour le jumping, qui travaille avec des gens qui travaillent vraiment bien, et on y va le plus souvent possible. J'adore cet hippodrome, Stella l'adore aussi. On y est vraiment bien. J'en profite pour aller voir les copains et notamment François Nicole qui a été un de mes entraîneurs, qui est un grand entraîneur de chevaux d'obstacles. On a eu des chevaux en commun, il a travaillé pour moi. Donc, on en profite pour aller se faire un petit graillou avec sa famille, avec Stella. Et puis, en même temps, Stella performe beaucoup là-bas en 1 et 2 étoiles au niveau international. Son cheval se sent bien là-bas aussi. Écoute, on est très bien accueillis, la température est bonne. Puis, voilà, petit retour aux sources et on adore. Alors, J'y pour vais nos lundi, hein. auditeurs et téléspectateurs, Bruno, c'est Bruno Martini et Stella, c'est Stella Charbonnier, la fille de Lionel, qui est elle aussi une championne à l'image de son papa. Lionel, tu sais qu'en tant que parrain, tu es engagé, hein, parce que tu vas à Royan de temps en temps. Pour la 100e, il faudra venir à La Rochelle.
Ouh là là, bah, je suis à Royan lundi, mais pendant 15 jours. Alors, si j'ai un peu de temps, parce que vous savez, toi et Flavien, que je suis très pris avec RMC, d'autant plus qu'il y a les Coupes d'Europe en ce moment. Mais si, et donc que je travaille de mon camion. J'ai un camion dans lequel avec lequel on tire les chevaux, avec un grand vent derrière, et derrière mon camion, j'ai un studio spécial où je vois tous les matchs et je commente en direct. Donc, je suis très pris, même lorsque je suis à Royan. Mais par contre, si j'ai un petit peu de temps libre, ça sera un vrai plaisir. On ira manger des huîtres, les copains, parce que, ah là là, ça me ferait du bien de vous voir. Ça va faire bizarre des huîtres avec un verre de Chablis. Il faudra mélanger un peu C'est les deux excellent! terroirs. Mais c'est excellent! C'est magnifique, des huîtres avec un petit chablis, un petit peu, tu sais, avec un petit peu minéral. Ah, c'est excellent. Moi, je fais ça très souvent. Mon père, mes parents, mon papa et ma maman, quand ils arrivent, surtout là, c'est l'époque maintenant, c'est les mois ambreux, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, pour les huîtres. Donc là, ça y est, on attaque. Et quand ils vont revenir, ils vont ramener, bien sûr, toute une cagette d'huîtres. Et puis, bah, obligé, un petit chablis minéral, c'est fantastique. Les huîtres, c'est à consommer sans modération et l'alcool avec modération, bien évidemment. Merci beaucoup, Lionel, et merci d'être le parrain du Nasport Show. C'était un C'est- honneur pour nous. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai. Non, l'honneur, il est pour moi parce que il y avait Monsieur Raffarin qui m'avait fait aussi l'honneur de me faire confiance pour encadrer les bénévoles et pas mal de, je crois, 2 ou 3 réunions. Il organisait tout le temps des séminaires pour récompenser les bénévoles. Il m'avait demandé, c'était du côté de, bah, pas loin de Royan, je crois, à l'époque de Rochefort exactement. Et donc, bah, vous êtes les deuxièmes après Monsieur Raffarin, qui était Premier ministre. Donc, vous vous rendez compte, et c'est un vrai honneur pour moi que d'être le parrain de votre première et de cette émission. Et en plus, vous savez comme je vous aime fort. Et c'est réciproque. Merci beaucoup, Lionel. Merci à vous. Salut à tous. On ouvre maintenant la page football avec la Ligue 2 et la 11e journée de Ligue 2 qui commence demain à 15 heures avec Bordeaux face à Metz. 2 matchs concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine samedi à 19 heures. Il y aura le déplacement sur la pelouse de Caen pour Niort et le match face à Rodez pour Pau. Pour parler du match entre Bordeaux et Metz, on accueille tout de suite dans le Nasport Show notre correspondant en Gironde qui suit quotidiennement pour nous les Girondins, c'est Florian Sabatier. Salut Florian! Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien Florian du côté de la Gironde? Impeccable, impeccable. On attend à 24 heures maintenant la rencontre tant attendue de samedi. Et on va parler effectivement de ces Girondins de Bordeaux, leader actuel de la Ligue 2. Après 10 journées, il y a une moyenne de 2 points par match puisque les Girondins ont décroché 20 points. Franchement, Florian, on en parlait pour préparer l'émission, mais on aurait signé tout de suite dès demain pour un tel début de saison cet été, lors de l'été un petit peu agité du club au Scapulaire. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que la préparation estivale a été, on va dire, compliquée en interne et du moins aussi dans les coulisses, parce que c'est vrai qu'il y avait on va dire, ces rendez-vous répétés avec la DNCG pour savoir si Bordeaux allait être, allait rester du moins en Ligue 2 ou allait avoir un dépôt National 3. Donc après, il y a eu le championnat et juste avant les matchs amicaux qui avaient laissé deux, trois petites choses intéressantes avec des jeunes qui voulaient prendre des galons de titulaires. C'est ce qu'on a vu sur les premières journées de championnat avec des résultats assez satisfaisants, que ce soit très tôt à l'extérieur, notamment avec cette victoire contre Rodez qui avait été très, très intéressante. Et après, c'est vrai qu'on a vu le rouleau un petit peu compresseur commencer à faire parler de lui, à être dans les tout premiers, de cette Ligue 2. Et il y a plein de joueurs qui étaient en manque de confiance la saison dernière ou des jeunes qu'on n'avait pas vus qui ont montré un petit peu le bout de leur nez. Et pour l'instant, pourvu que ça dure, parce que c'est vrai que Bordeaux a une très belle spirale positive ces dernières semaines. Et on va écouter le coach David Guillon qui lui-même aurait signé pour un tel début de saison. Il était présent aux côtés de Josh Maja en conférence de presse. On l'écoute.
On est à Bordeaux, il y a de l'exigence et ça j'en ai bien conscient. Et j'entends vos discours à la fin du match. Mais faut pas oublier d'où on vient. Faut pas oublier il y a 3 mois où on était. Faut pas oublier le travail qui a été fait. Faut pas oublier tout ça. Ici dans la salle, je pense pas qu'il y a 3 mois, si je vous avais dit on est premier au bout de la 10e journée, je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui auraient signé. Donc tout ça, il faut pas l'oublier. Où on était il y a 3 mois et la place que l'on a aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a 19 équipes qui aimeraient être à notre place, quoi. Il faut aussi se le dire. Donc ça, c'est important en effet de le souligner. Écoute, chapeau à David Guillon qui est resté pour éteindre l'incendie, qui a permis à cette équipe bien de retrouver de la confiance, de réaliser ce superbe début de saison. Ça fait partie des éléments clés qui expliquent la réussite des Girondins. Florian, il avait fait le coup à Reims de faire monter en Ligue 1 le stade de Reims et de remettre un peu l'église au milieu du village. Il est en train de faire la même chose à Bordeaux. Oui, oui, non, c'est clairement ça. C'est vrai que, il en parlait notamment sur sa première conférence de presse, pour la première rencontre contre Valenciennes que, là où ça avait marché, notamment à Reims, c'est le fait aussi d'avoir enchaîné des résultats très rapidement, se mettre une belle spirale positive avec des résultats consécutifs, plutôt, intéressants et grappiller le plus de points possible pour être vraiment dans cette, tête. Parce qu'on rappelle qu'il y aura quand même pas mal de descentes, cette saison donc que de monter. Donc c'est vrai que ça reste compliqué. C'est vrai que David Guillon, la saison dernière, en fin de saison, a été lessivé. Il était même un petit peu la proie des supporters parce que on estimait qu'il n'avait pas rempli sa part du contrat. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé cet été pour le remplacer. On pense notamment à Laurent Batles. Il y avait eu Jean-Marc Furlan aussi un temps et même Omar Daf. Et c'est vrai que Bordeaux a préféré garder David Guillon. David Guillon a montré que pour lancer des jeunes, il était très capable de le faire. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne voyait pas l'année dernière parce qu'ils étaient en U19. Certains étaient même blessés dans les catégories de jeunes. Je pense notamment à Marvin Delima qui avait marqué son premier but à Rodez sur sa première entrée en l'espace de 2 minutes. Il a réussi à scorer. Donc on voit des choses intéressantes maintenant pourvu que ça dure et qu'on va dire qu'il n'y ait pas trop de blessures parce que c'est vrai que l'effectif est intéressant mais très juvénile et pour tenir toute une saison, ça peut paraître compliqué quand même. Et ça explique peut-être des petits trous d'air en défense, Flo, parce que c'est sûrement le seul point négatif que l'on peut trouver, les buts encaissés là sur les derniers matchs de manière un petit peu systématique avec quelques erreurs de concentration et de jeunesse. C'est le point à gommer sur les prochaines rencontres pour David Guillon. Oui, clairement, parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu la première défaite, donc c'était contre Guingamp au stade Matmut Atlantique, il y a eu une erreur défensive de Malcolm Bokele, ils ont pas su en revenir. Et là, sur le match de lundi soir, tout semblait plutôt bien lancé pour Bordeaux en menant 1-0 assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette erreur de Clément Michelin et du coup qui a complètement relancé Laval, qui s'est même cru avoir la capacité de revenir une deuxième fois et finalement Bordeaux a su s'imposer. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention à ces sauts de concentration. Clément Michelin, il faut le rappeler, est arrivé assez tard au niveau de la préparation physique, c'est pas trop ça non plus. Et c'est vrai que les matchs, il a mis du temps à les faire parce que son contrat n'était pas homologué. Donc, et Johan Barbet, on a eu un peu ce même sentiment sur les premiers matchs lorsqu'il a débuté. Johan Barbet, justement, on va en parler. Florian, on le voit pas mal sur les images de la Web TV girondine ou dans les médias locaux et nationaux parce qu'il a le sourire, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui est heureux d'être là du côté des Girondins de Bordeaux. Il apporte son expérience, mais on a l'impression que sur l'aspect purement sportif, qu'il n'est pas encore à 100%.
Non, c'est sûr, il est pas encore 100% parce que c'est vrai que vous avez beau vous entraîner toute la semaine, mais si vous pouvez pas jouer, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Rien ne remplace le match, la compétition. Mais comme vous le dites, Benjamin, c'est vrai que on a le sentiment qu'il est bien là où il est. Il n'est pas capitaine par hasard. Il a d'ailleurs une très bonne relation avec David Guillon et on le voit vraiment épanoui parce que c'est vrai que là, on avait pu voir sur les derniers entraînements, sa famille était même présente lors des entraînements. On sent qu'il y a vraiment une cohésion très importante, notamment avec Gaëtan Poussin. Donc, c'est vrai que c'est pas plus mal finalement de jouer entre amis, et je serais tenté de dire, pour montrer après de belles choses. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Il a été un peu raillé par les supporters au début parce que c'est vrai que Junior Manga et Stian Gregersen fonctionnaient très très bien. Et on se posait la question pourquoi enlever un jeune s'il fonctionne. Donc c'est vrai que ça prendra du temps, mais pour l'instant, c'est vrai que il a fait quand même une bonne prestation, moi j'ai trouvé contre Laval. Et là, ce week-end, c'est contre Metz. Ça se joue demain au Matmut Atlantique à 15 heures avec une équipe de Metz qui est à prendre très au sérieux parce que c'est un peu une bête blessée, cette équipe Mm. de Metz. On va écouter David Guillon, mais lui, David Guillon se méfie. Pour lui, Metz, clairement, est un concurrent à la montée. C'est un concurrent et c'est un prétendant à la montée. Bon, ils ont 15 points. Il y a eu ce match un peu bizarre contre Guingamp. Bon là, où il gagnait 3-1. Après, bon, c'est parti un petit peu en sucette et voilà, sinon il sera 18, il serait là, hein. Donc c'est une équipe qui est là, c'est une équipe très puissante. C'est une équipe très, très athlétique avec des joueurs de qualité, notamment devant et au milieu. Il y en a beaucoup qui ont joué en Ligue 1. On la connaît bien. On l'a joué la saison dernière pour la plupart des joueurs. Elle a un entraîneur. Elle a fait le choix d'un entraîneur très expérimenté. Donc évidemment que c'est une équipe qui sera en haut du classement. Équipe irrégulière, Florian, je le disais, une victoire seulement sur les 4 derniers matchs. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège tendu par la Slobonie. Déjà, Laszlo Bologna est un vieux de la vieille, entre guillemets, parce qu'il a fait de très belles choses dans le passé, dans le foot français. Et c'est vrai que il faut se méfier, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, il y a des matchs un petit peu compliqués quand Bordeaux est attendu. Notamment, on se rappelle de la première défaite, hein, contre Guingamp, où c'était au Matmut. Et c'est vrai que Bordeaux était attendu et ils se sont mis un peu à défaut très rapidement. Après, Metz reste quand même une équipe globalement qui réussit plutôt bien à Bordeaux, parce que globalement sur les 7-8 dernières confrontations, il y a une défaite et quand même beaucoup de victoires avec au moins 2 buts d'écart. Donc à mon avis, on verra un match intéressant à Bordeaux, de peut-être montrer toutes les bonnes choses qu'on voit depuis quelques temps, pour essayer, je serais tenté de dire, d'engranger déjà des buts pour le goal average, parce que il fera sans doute beaucoup la différence sur la fin de la saison, et puis pour garder cette tête, cette place de leader, parce que Bordeaux fêtera devant son public et les 141 ans, parce qu'on rappelle que le club au scapulaire a fêté ses 141 bougies le 1er octobre dernier. Et attention, côté messin, donc à ce réveil qui pourrait arriver face à Bordeaux. À noter que Ibrahima Niane, du côté de l'attaque messine, Ibrahima Niane qui a été victime d'un choc à l'entraînement, il pourrait manquer cette rencontre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté des Girondins. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un point, Florian, sur l'infirmerie qui se vide, sur les retours de suspension également du côté de Bordeaux? Ben alors, il y a, on va dire, un absent de poids, entre guillemets, qui est toujours Jacques Cormier. C'est vrai qu'il avait démarré très très fort en position de latéral gauche cette saison, avant que Nsimba ait son contrat homologué. Mais il a une blessure au genou gauche de mémoire qui dure. Et bon, on le voit régulièrement aux entraînements avec un gros strap pour essayer de tenir le genou au maximum. Après, au niveau des suspendus, vous aurez
le retour notamment de Dylan Bakwa qui fait un bien fou sur son aile droite ou gauche, parce que ça dépend, ça permute énormément avec le Logan de Laurier-Chauvet ou Albert Celis, comme on a pu voir lundi soir. Donc il y a du monde qui revient. Malcolm Bokele, on sait pas trop, donc à voir, mais il y a des retours assez intéressants. Donc maintenant à Bordeaux de faire ce qu'il faut samedi soir pour remporter cette rencontre. Tous ces retours qui auraient pu provoquer un casse-tête pour David Guillon, mais l'entraîneur bordelais, lui, est plutôt satisfait en conférence de presse de pouvoir miser sur une telle concurrence. J'ai des choix à faire. Je voulais de la Oui, oui, oui. concurrence, c'était nécessaire. Donc elle est là. Donc là, il y avait évidemment un choix à faire. Mais j'ai aussi des choix à faire au milieu de terrain. J'ai des choix à faire devant. Donc il n'y a pas que Junior. Il y a des choix aussi à faire sur d'autres joueurs. Mais si on veut performer, si les joueurs veulent performer, si on veut se montrer ambitieux, c'est indispensable. J'ai voulu de la concurrence. Aujourd'hui, elle est là. On a pour l'instant la chance de pas trop avoir de blessés. Et je pense que tout ça, ça doit aider l'équipe à être performant. Et puis surtout, ça doit aider l'équipe à faire surtout des résultats. Donc voilà, il y a des choix sportifs, c'est mon rôle à assumer. Mais encore une fois, il n'y a pas que Junior. Il y a d'autres choix à faire dans cette équipe. Malcolm sera-t-il apte ou pas? Alors, donc hier, ce que j'ai fait, c'est que comme il était encore malade, il avait vu le doc, donc il n'est pas venu s'entraîner hier matin avec les joueurs. Par contre, je l'ai fait revenir l'après-midi pour venir faire un petit footing, pour venir transpirer. Et puis ce matin, on va voir comment il est à l'entraînement et on prendra une décision d'ici samedi. Et parmi les choix à faire dans cette concurrence pour David Guillon, il y a les choix offensifs. Il y en a un en ce moment, Florian, on est à peu près sûr qu'il est coché sur la feuille de match et dans le 11 de départ. C'est Josh Maja parce qu'on a l'impression qu'il a quand même franchi un palier là ces derniers temps. Oui, oui, clairement, notamment on notait sa dernière prestation à Laval où déjà il marque très très rapidement. On sent beaucoup plus de confiance même dans son décrochage puisqu'il va un peu plus sur les duels aériens, en remise très très bien les ballons. Et puis je pense que enchaîner les buts, notamment sur penalty, l'a un petit peu aidé pour récupérer un capital confiance. Parce que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé en Gironde, on savait pas trop à quoi s'en tenir avec lui parce que c'est vrai qu'un coup il pouvait notamment sur un match Bordeaux-Nîmes 6-0 vous marquer un triplé et puis les semaines suivantes avoir des difficultés. Et là on a l'impression que bon voilà il rayonne, il a la banane à l'entraînement assez régulièrement, marque régulièrement aux entraînements et on le voit après sur ces matchs-là. Donc c'est bien pour lui parce que c'est vrai que Bordeaux avait tenté de le prêter à multiples reprises. C'était passé du côté de Feulam, mais ça avait pas trop marché. Et là, on a le sentiment que ouais, voilà, il s'éclate à fond dans cette équipe. Et pour l'instant, c'est pas étranger s'il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, parce qu'on rappellera que Crasso, le Stéphanois, le dépasse d'une toute petite unité. Et pour aller encore plus loin dans les stats, ce sont nos amis toujours très bien renseignés de Web Girondin qui ont fait le petit calcul. Josh Maja, il a rapporté 7 points sur les 20 qu'affichent aujourd'hui les Girondins de Bordeaux au classement. Ça veut dire que c'est tout simplement devant Crasso le joueur le plus efficace, celui qui rapporte le plus de points à son équipe cette saison. Flo, c'est important. Ah oui, oui, non, c'est important. En tous les cas, c'est vrai que on est toujours obnubilé par ce qui est complètement normal aussi, les statistiques, ratio but par match, parce que c'est là où on va voir si un joueur est vraiment influent dans son équipe. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, Josh Maja est très influent dans son équipe et ça se voit au niveau des résultats. Il marque vraiment assez régulièrement au bon moment pour permettre soit à Bordeaux de souffler, soit de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Donc c'est vrai que pour l'instant,
l'instant, ce qu'on voit de Josh Maja, c'est très bien. Notamment, il n'est pas appelé en sélection aussi. Je pense que c'est un mal pour un bien, et notamment pour les Girondins de Bordeaux, parce que du coup, il peut encore plus travailler aux entraînements. Et on l'a vu sur l'un des derniers entraînements qui avait été ouvert à la presse et aux supporters, faire beaucoup de jeux devant le but avec David Guillon. Donc c'est vrai que les choses arrivent petit à petit pour Josh Maja, et c'est tant mieux pour la petite star du petit écran, puisqu'il était passé dans la série Netflix sur Sunderland. Ouais, malheureusement pour lui, il a vécu dans cette équipe de Sunderland une relégation, voire même deux à Bordeaux également. On espère que ça va un petit peu changer dans sa carrière. Josh Maja, donc, qui sera probablement l'attaquant des Girondins demain à 15h au Matmut, avec une belle fête prévue pour la réception de Metz. La suite de cette 11e journée de Ligue 2 verra Niort se déplacer à Caen à 19h et puis Pau recevoir Rodez. On voulait te garder, Florian, pour parler de foot féminin, puisqu'il n'y a pas de D1 Arkema ce week-end en raison de la trêve internationale. Il y a 2 matchs amicaux importants pour l'équipe de France féminine. Il s'agit d'un déplacement en Allemagne et d'un match contre la Suède. Et à l'occasion de cette rencontre, Corinne Diacre a sélectionné 4 joueuses des Girondins de Bordeaux. Une belle récompense pour le club au Scapulaire. Oui, clairement, parce que c'est vrai que là aussi, hein, on va dire que la situation de l'équipe féminine des Girondins est un peu dans le mimétisme de ce qu'on a vu, notamment pour l'équipe masculine, parce que c'est vrai que finalement beaucoup de joueuses internationales sont parties, notamment Charlotte Bilbao, qui était à la capitaine la saison dernière, et ça a été remplacé notamment par un effectif beaucoup plus rajeuni, avec beaucoup de jeunes issus du centre de formation. Donc c'est vrai que c'est bien pour que ce soit Mylène Chavat, Justine Leron, on a la Palisse aussi, et Julie Thibault, parce que ça montre aussi un bon travail fait par les Girondins, même si 3 d'entre elles étaient déjà à l'Euro 2022 avec la France. Donc c'est un petit clin d'œil déjà positif pour le foot féminin en Aquitaine, et notamment il y a un petit deuxième clin d'œil qui arrive, c'est aussi, alors cette semaine, il n'y aura pas de match de D1 Arkema, trêve internationale oblige, mais il y a le retour notamment de Delphine Châtelain, latérale gauche des Girondins, qui avait eu une grosse blessure à un genou, et donc ça fera, on va dire, une arme supplémentaire pour Patrice Lair, et on soulignera aussi la belle prestation de l'équipe marine et blanche contre Montpellier à Montpellier, où elles ont réussi à tenir la dragée haute 0-0. Donc tous les voyants ne sont pas forcément ouverts, parce qu'il y a eu une première défaite à domicile contre Guingamp, si je ne dis pas de bêtises là aussi. Mais au moins, Bordeaux montre des choses intéressantes, que ce soit sur la scène hexagonale ou sur la scène internationale, avec l'équipe de France de Corinne Diacre. Et donc, tu le disais, 4 joueuses, Mylène Chavas, Justine Leron, les 2 gardiennes, et la Palisse et Julie Thibault. Concernant la 5e journée de D1 Arkema, ce sera le week-end du 15 octobre. Il y aura Soyaux face au Havre, et puis le choc le dimanche 16 entre Bordeaux et l'Olympique lyonnais. Florian, merci beaucoup. On te laisse enfiler ta tenue de hockeyeur, Ouais. puisque tu reviens dans le NAS Sport Show pour clore l'émission et pour nous parler cette fois hockey sur glace avec les Boxers de Bordeaux. À tout à l'heure, Florian. À tout à l'heure, Benjamin.
nous sommes donc en direct avec Marie-Ève Paget qui nous fait l'honneur d'être dans le Nasport Show puisque c'est l'une des sportives néo-aquitaines clairement de l'année 2022. Bonsoir Marie-Ève. Bonsoir. Marie-Ève, je le disais, une année en or pour vous 2022 avec cette médaille d'or justement à la Coupe du Monde de basket 3-3, la victoire en Coupe de France avec Basketland, une sélection pour le mondial féminin. Le soir, quand on s'endort, Marie-Ève, est-ce qu'on réalise ou est-ce que c'est encore trop tôt et on réalisera un peu plus tard? Je pense que pour l'instant, on ne réalise pas forcément. Et la compétitrice que je suis va aussi regarder ce qui n'a pas été atteint. Mais quand on regarde quand même en arrière, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses où on peut être fier. Et vraiment, je ne m'attendais pas. Enfin, si on m'avait dit que l'année dernière, cette année, elle serait aussi fructueuse que ça, je ne l'aurais pas cru. Donc non, c'est top. Alors on va commencer avec la médaille d'or avec l'équipe de France de basket 3-3. Déjà, il y a eu un engouement incroyable, Marie-Ève, parce que c'est une discipline qui commence à vraiment intéresser les Français. Cette médaille d'or, je suppose qu'elle a forcément accéléré l'engouement autour du 3-3. Oui, je pense que ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'était les Jeux Olympiques l'année dernière à Tokyo. Et c'est vrai que cette année, il y a eu aussi la Coupe d'Europe à Paris en septembre dernier, qui a vraiment été un tremplin un petit peu pour la discipline. Et c'est vrai que voilà, je pense que les gens, plus la discipline elle rapporte des médailles et plus les gens brillent, plus elle intéresse du monde. Et je pense que évidemment cette Coupe du Monde et cette médaille d'or et aussi le grand parcours des garçons a fait que je pense que la discipline elle prend de plus en plus de poids. Concernant le basket 5-5, c'est tout récent, c'est tout frais avec ce quart de finale de l'équipe de France. Marie-Ève, on a l'impression, nous, vu de l'extérieur en tant que journaliste sportif, que la marche, elle est encore très haute avec les États-Unis, avec la Chine. C'est votre sentiment ou vous sentez quand même une progression et vous sentez que vous vous rapprochez du niveau international? Je pense que les États-Unis et la Chine, c'est deux très bonnes équipes, mais on ne peut pas les mettre dans le même panier. Je pense qu'évidemment, on est encore un peu loin des États-Unis à l'heure actuelle des choses. Après, la Chine, je pense qu'on a vraiment produit du beau basket. On a joué les yeux dans les yeux avec cette équipe-là. Et on n'est pas si loin, mais il nous manque encore ce palier pour pouvoir gagner, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que c'était la première grande compétition internationale pour ce groupe-là, avec le nouveau staff, les nouvelles joueuses et des nouvelles expériences pour certaines. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, mais pour l'instant, on n'est pas encore au total niveau pour passer dans le dernier carré. Mais c'est sûr que, voilà, que les choses sont de bonne augure pour la suite. Il manque peut-être, Marie-Ève, une ou deux landaises de plus, puisqu'il y avait Céline Dumer dans l'encadrement, il y avait Marine Fautou, il y avait Kendra Chéry, il y avait vous. C'était, je suppose, rassurant, réconfortant et puis sympa d'avoir un petit bout de basketland là à l'autre bout du monde. Ouais, c'est sûr. Après, il y avait aussi notre doc et notre kiné, Pascal et Serge, qui étaient aussi de la partie et qui sont avec nous l'année. Non, c'est toujours rassurant d'arriver dans un groupe et d'avoir un peu des connaissances. Mais après, voilà, c'est ce que je dis aussi, c'est que les filles, on les connaît toutes en fait. Donc, je suis désolée, il y a un avion qui passe. Mais j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Mais voilà, non, c'est toujours rassurant de connaître des gens qu'on connaît déjà, oui, ça c'est sûr. Et donc Basketland, Marie-Ève, dans cette année 2022 incroyable, c'est un parcours fabuleux en Coupe de France. Et puis il y a ce scénario, comme on l'aime, tout sport confondu, nous en tant que spectateurs, je suppose que c'était peut-être un peu plus difficile à vivre en tant que joueuse sur le parquet. Justement, moi je pense que c'était plus facile à vivre en tant que joueuse parce que en fait on n'a pas le temps de stresser entre guillemets parce qu'on est sur le terrain et on doit être dans l'action. Par contre, la dernière minute que j'ai passée sur le banc, là je me suis mis à la place de tous les supporters qui suivent ça depuis 40 minutes. Je me suis dit c'est affreux, c'est horrible. Mais bon, l'histoire elle est belle parce qu'au final, même si on a un peu stressé, que le cœur a pris un petit peu cher pendant ce match-là, à la fin il y a vraiment un beau titre au bout, un beau basket avec une très belle aussi équipe de Bourges, parce qu'évidemment il faut être deux pour que ce soit un grand match. Et le fait d'avoir pu fêter ça avec tous nos supporters de Basketland qui étaient montés à Paris et au-delà de ça, vu qu'après on a fêté ça le week-end avec tout le monde, c'était vraiment c'est ça qui a fait la différence par rapport à ce qui était l'année d'avant où le titre on a dû le fêter entre nous quoi. Donc là c'était vraiment le petit plus en fait. Le petit plus après ces années de Covid notamment. Alors Basketland, vous allez enchaîner là, hein, Marie-Ève, parce que j'ai regardé un petit peu, donc il y a le match des champions face à Bourges, il y a l'Euroleague, la reprise du championnat. Ça va vous faire pas mal de matchs dès le début de saison. C'est quoi les ambitions, Marie-Ève, cette saison? Je pense que les ambitions c'est de faire aussi mieux que l'année dernière, enfin aussi bien pardon, et voire toujours mieux. Mais voilà, je pense que l'enjeu
Là, on n'a pas encore eu, vu qu'on vient tout juste de rentrer, on n'a pas été encore réunis en équipe, on n'a pas eu encore les objectifs définis. Donc, je vais juste parler à titre personnel, mais je pense que oui, je pense que l'équipe, elle doit viser un top 4, enfin déjà des playoffs, évidemment un top 8 et puis un top 4 avec l'avantage du terrain. En Euroleague, alors comme il n'y a plus de rebasculement en Eurocoupe, voilà, je pense que l'objectif c'est d'être dans le top 4, mais on sait que ça va être ambitieux et voilà, on sait que c'est pas. Je pense que c'est pas non plus la priorité absolue du club, mais je pense que ça serait vraiment bien pour Basketland parce que ce serait dans la continuité de ces dernières années si on arrive à grappiller un petit peu plus chaque année. Et évidemment, la Coupe de France, je pense que c'est garder notre titre et donc retourner à Bercy avec tout le monde et d'essayer de faire le back-to-back. Mais voilà, pour l'instant, je pense que la priorité, c'est vraiment de huiler notre collectif, de toutes se retrouver, d'apprendre à jouer avec les unes avec les autres, même si on a quand même une base assez solide des années d'avant. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu premier et ensuite on verra. Mais voilà, je pense que ça reste toujours quand même des objectifs ambitieux pour le club. Et au sein de ce collectif, Marie-Ève, on a vu en votre absence, en l'absence des internationales notamment, on a vu pas mal de jeunes, hein, comme c'est souvent la politique du club, intégrés au collectif. Et on voit un engouement assez incroyable ces derniers temps dans les médias locaux et voire même nationaux. La petite Abby Diallo, la 16 ans, c'est une pépite. Marie-Ève, sans trop vouloir évidemment lui mettre de pression, mais c'est justifié tout cet engouement-là? Alors j'avoue avoir suivi un peu de loin l'engouement, mais moi je suis pas étonnée parce que pour avoir voilà, côtoyé les filles du centre de formation l'année dernière, parce que comme je passais mes diplômes d'entraîneur, j'étais amenée à les entraîner en travail individuel. Je connais les capacités d'Abby et ce qu'elle peut faire. Je sais aussi sur quoi elle doit bosser. Et je pense vraiment que l'opportunité qu'elle a ici de pouvoir d'être avec nous, je pense vraiment que ce sera bénéfique pour elle, pour ensuite le ramener auprès des jeunes et surtout être avec nous quand on en a besoin. Et je pense que c'est justifié. Et je suis vraiment contente que les jeunes puissent s'exprimer et puissent prouver. Et surtout, c'est dans la politique du club, comme vous l'avez dit. Et voilà, c'est top, c'est de bon augure pour la suite parce qu'on ne sait jamais de quoi une saison est faite. Et ça se trouve, les jeunes vont devoir avoir un rôle plus important que ce qui était annoncé au début pour pallier à certaines blessures, peut-être. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais on ne sait jamais. Donc, le fait qu'elle puisse prendre confiance et qu'elle puisse s'habituer à l'équipe, je trouve ça vraiment cool. Et le rôle de grande sœur qu'a pu avoir Céline Dumer avec des coéquipières, c'est un rôle qui vous plaît, ça, Marie-Ève, que vous allez être facilement amené à endosser? Oui, je suis plutôt. Voilà, je pense que pour avoir voilà, eu pas mal de joueuses à mes côtés qui ont pu m'aider, qui ont pu prendre sur leur aile, pardon, je pense que c'est aussi un peu mon rôle de le faire pour aider la jeune génération qui peut arriver et surtout essayer de leur transmettre ce que moi on m'a transmis. Et c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Voilà, moi je suis aussi prof de PS et j'aime bien toute cette pédagogie, j'aime bien prendre le temps de faire apprendre, enfin, de partager. Donc voilà, c'est un rôle c'est un rôle, c'est bizarre de se dire ça maintenant parce que j'ai l'impression que c'était encore hier ou c'était moi à leur place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir et ça ne me dérange pas du tout de le faire, au contraire. Et on vous souhaite évidemment la meilleure saison possible avec Basketland et avec les Bleus. Et on rassure les supporters et les supportrices de Basketland. Marie-Ève va pouvoir jouer cette saison. Elle n'est pas en prison, hein, Marie-Ève. Non, non, je vais bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris un peu de temps et on vous souhaite le meilleur. Et encore bravo pour cette année 2022 et ces trophées remportés. Merci, Marie-Ève. Merci à vous. Quel bonheur d'avoir eu Marie-Ève Paget comme première invitée de la rubrique Femina. Femina, ce sera à chaque fois dans le Nasport Show la rubrique pour s'intéresser de près au sport féminin et à toutes les actrices qui nous font vibrer en Nouvelle-Aquitaine. On va se quitter quelques instants dans le Nasport Show et on se retrouve très vite pour parler rugby avec notre consultant Florian Bougerolles. On va évoquer la 6e journée de Top 14 ou encore la Coupe du Monde féminine. Et puis en fin d'émission, il y aura le hockey sur glace avec Florian Sabatier. Ne bougez pas, il va continuer d'y avoir du sport sur NATV.
de retour dans le Nasport Show avec la deuxième partie de votre show consacré à l'actualité sportive en Nouvelle-Aquitaine. On va s'intéresser tout de suite au rugby avec notamment la 6e journée de Top 14. On va parler de la Coupe du Monde féminine qui débute cette nuit pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Et puis on va retrouver Florian Sabatier en fin d'émission pour parler hockey sur glace avec le bon début de saison des Boxers de Bordeaux. On ouvre maintenant la page rugby du Nasport Show avec déjà en infographie la belle victoire hier soir de Biarritz lors de la 6e journée de Pro D2. Biarritz qui est allé s'imposer à Montauban du côté de Sapiac. Victoire 46-32 avec un grand match de Baptiste Germain. J'accueille pour parler rugby évidemment notre consultant. C'est Florian Bougerolles, joueur de Niort mais également entraîneur de Villeneuve-les-Salines. Salut Florian. Salut Benji. Tout va bien Florian? Très bien Benji, tout va bien. Alors juste avant d'évoquer cette belle victoire de Biarritz, Florian, comment ça se passe du côté du rugby club niortais et de Villeneuve-les-Salines? Ça se passe bien, même si avec Niort on a fini notre premier bloc, on a fait donc 2 victoires et une défaite sur la pelouse de Limoges. On attaque notre deuxième bloc avec la réception de Florac dimanche à Niort, donc plutôt content et plutôt enthousiasme sur le bloc. Et Villeneuve-les-Salines, ça peut pas être mieux, hein, 3 victoires en 3 matchs. C'est ça avec Villeneuve, 3 victoires en 3 matchs, surtout 3 déplacements, donc c'est pareil, tout va bien pour l'instant. Bon, on espère que ça va durer. Je le disais, Flo, 46-32, victoire du Biarritz Olympique avec un très bon Baptiste Germain là, du côté de Montauban. Gagné à Sapiac, mine de rien, c'est jamais évident, surtout que Biarritz jouait gros parce que le début de saison a été plutôt moyen. Et là, montrer un tel caractère, ça montre qu'il faudra compter sur le BO cette saison. Oui, bien sûr, oui. C'est sûr, on a vu des équipes qui ont été donc à Saint-Piac. C'est dur d'aller à Saint-Piac pour se déplacer là-bas. Et Biarritz a fait un très bon match dans l'engagement. J'ai regardé un peu le match hier soir. Ils ont fait un très bon match dans l'engagement. Ils ont été assez disciplinés. Et oui, il va falloir compter sur eux, ça c'est sûr. Et Baptiste Germain, c'est peut-être la bonne pioche. On le rappelle, prêté par le Stade Toulousain. Il va faire du bien parce qu'on a besoin en Pro D2 généralement d'un buteur ou en tout cas d'un joueur clé. Oui, bien sûr. Et puis après, tous les jeunes qui sont en top 14 qui jouent pas beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui sont prêtés dans les clubs de Pro D2. Donc c'est pareil, la Pro D2, c'est une superbe école quand tu es jeune. Donc oui, sur Biarritz, ça fait une bonne pioche. Et on va justement en parler de ce top 14, un top 14 qui eh bien, va voir la 6e journée se dérouler tout au long du week-end. Ça va commencer demain avec Castres-Montpellier à 15h. À 17h, il y aura un bloc de 4 matchs avec des clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y aura Bayonne-La Rochelle, Racing 92 Pau, Toulon-Brive, Stade français Perpignan et puis eh bien, à 21h05 Toulouse-Clermont. La dernière rencontre de cette 6e journée qui aura lieu à 21h05 dimanche soir, comme d'habitude, avec un choc entre Lyon et le club de Bordeaux-Bègles. On va débuter dans l'ordre. Flo, on va s'intéresser à ton ancien club, le Stade Rochelais, en déplacement sur la pelouse de l'Aviron bayonnais. Ça sent quand même un petit peu le match piège, Flo, parce que Bayonne, mine de rien, est toujours invaincu à Jean Daugé. Et puis on parlait tout à l'heure de Biarritz et la difficulté de gagner à Sapiac. Gagner à Jean Daugé, ça va pas être évident parce que c'est une équipe qui se bat quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est pareil, hein, on l'a vu à Jean Daugé, tous les clubs, hein, que ce soit le Racing ou l'UBB qui se sont déplacés, se sont cassés les dents. Donc je pense que le stade sait ce qu'il y a à faire. Ils vont tomber sûrement sur une équipe bayonnaise qui va vite monter en défense, qui va les agresser comme a pu le faire Clermont au Michelin. Donc oui, je pense que ça va être un gros combat et je pense qu'ils s'attendent à ça de toute façon. Et que dire de cette charnière expérimentée aussi qui fait du bien à Bayonne. Certains pouvaient avoir des doutes, Flo, mais on voit que l'expérience du duo composé par Machno et Lopez, ça fait du bien et puis ils peuvent aussi encadrer les jeunes. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Après, on voyait déjà le travail que faisait donc Machno, que ce soit au Racing ou Lopez à Clermont, qui était... on voyait, il y avait Clermont qui avait 2 visages, hein, quand il y avait Camille Lopez sur le terrain ou quand il n'était pas là. Et ça se revoit aussi là à Jean Daugé sur la pelouse avec Bayonne. Et en plus, il fait un très bon début de saison. Je pense qu'il a retrouvé ses cannes quand il avait 20 ans.
Il y aura des retrouvailles aussi, Florian, deux personnes que tu connais bien. Grégory Patate, déjà, qui maintenant est dans le staff de Bayonne. Et puis Facundo Bosch, méfiance qu'on ne se prenne pas un petit ballon gratté côté Rochelet dans cette rencontre, parce que Facundo Bosch, forcément, il est revenu en confiance. Là, il est titulaire et ça fait partie des joueurs importants de cette équipe bayonnaise. Oui, bien sûr, oui. Et puis en plus, ça fait partie des cadres de Bayonne parce que c'est un poste, on sait que c'est un poste clé, hein, beaucoup de responsabilités sur le lancer, sur la mêlée, et puis même dans le jeu, c'est un grand porteur de ballon, gros gratteur, comme tu dis. Donc oui, de toute façon, je pense, on l'a dit au tout début, il va falloir se méfier, je pense, de toute cette équipe bayonnaise. Et côté Rochelet, il y en a un qui va sûrement apporter beaucoup au club maritime, c'est Johan Tanga. Victor Pérez-Boucheron est allé à sa rencontre du côté de la Pivia Park cette semaine pour le Nasport Show. On va écouter Johan Tanga qui a déjà le sourire en ce début de saison. Ça a été assez facile parce que le club et les joueurs, le staff, ils ont été très accueillants avec nous les nouveaux. Et en plus de ça, je venais avec des gens que je connaissais déjà. Et en plus, il y avait déjà des joueurs que je connaissais avec qui j'ai joué. L'intégration s'est fait facilement et rapidement. Je connaissais des joueurs parce que j'ai joué avec eux au Racing et en plus de ça aussi avec l'équipe de France. Ouais, ça s'est fait facilement. Oui, c'est plus facile. Hein. Quand on a besoin quand je demandais où est-ce qu'il fallait que j'habite, etc., j'ai été aiguillé. Il me parlait aussi un peu du fonctionnement du groupe, du fonctionnement de l'équipe, et oui, c'est plus facile. Ouais, c'est un groupe, c'est un super groupe avec beaucoup d'ambition. Il y a aussi un super staff qui est très ambitieux et très exigeant, voilà. Moi personnellement, je crois en ce groupe, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour gagner des titres, oui. La cohabitation, ça se passe très bien. Chacun fait ses tâches et on se partage bien le boulot. Voilà, après il y a aussi d'autres très bons troisième lignes ici, voilà. 2001 et je connais pas d'autres troisième lignes qui ont son âge, donc je sais pas, c'est compliqué, mais c'est un très bon joueur, de ce que j'ai vu quand il joue avec La Rochelle. C'est un joueur qui aime le ballon, qui est plutôt aérien et qui est bon en touche, et je pense qu'il a du potentiel. C'est une très bonne ville, on sent que la ville est derrière le club, ouais, à tous les matchs ça se ressent, il y a un public franchement vraiment incroyable et on se sent poussé par la ville. Quand même, oui, parce que à La Rochelle les supporters ils nous poussent vraiment. En Racing aussi il y a des bons supporters, mais à La Rochelle c'est vrai que c'est quand même différent. Et on va revenir sur une des déclarations de Johan Tanga qui était au micro donc de Victor Pérez-Boucheron. On va revenir sur cette déclaration concernant la troisième ligne parce qu'on a hâte de voir le retour de blessure, Florian, de Mathias Haddad. Haddad, Aldrit, Tanga, ça pourrait presque être la troisième ligne titulaire du 15 de France. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr que quand Mathias va revenir, ça va être, il va y avoir une belle troisième ligne, même si déjà, hein, il l'a dit que le poste en troisième ligne, je pense il est chargé. Hein. Il y a des super joueurs. Hein, il y a Rémi Bourdeau, il y a Paul Boudéan. Donc c'est une troisième ligne en plus assez jeune. Donc oui, je pense que tout le monde a hâte que Mathias revienne. Oui. Alors en tant que joueur et entraîneur, surtout, Florian, tu peux nous dire la spécificité, parce que c'est pas la première fois que ça arrive à La Rochelle. Il y avait eu Gourdon, Vito, Aldrit, mais 3 numéros 8 en troisième ligne, ça pose pas de problème, ça, dans le rugby moderne? Non, parce que ils sont tous les trois, et Johan l'a dit tout à l'heure, ils sont tous les trois, c'est des gros porteurs de ballon. Après, Mathias est un peu plus léger que Greg et que Johan, mais dans le déplacement, on le voit, hein, quand Johan il a déjà joué en troisième ligne, c'est pareil, il se déplace, donc non, il n'y a pas trop de différence pour moi. Toi, en tant que coach, tu mettrais quoi, la logique sur le papier, en 8 Aldrit? Oui, bien sûr, ouais. Oui, Aldrit en 8, et puis après,
c'est un bon doublon aussi, Johan, en 8, parce que quand Aldrit, il va y avoir des moments où il va être avec l'équipe de France, où il y aura des moments où il va falloir aussi un peu de repos. Donc, non, oui, Greg, oui. Et donc cette rencontre, 17h demain entre Bayonne et La Rochelle. Dans le même temps, il y aura l'ancien club de Johan Tanga, le Racing 92, qui va recevoir Pau. Et là, Florian, sans mettre de pression sur les épaules des Racingmen, à Nanterre, Paris La Défense Arena à 17h demain, il va y avoir quand même un peu de pression sur les épaules des joueurs de Jackie Lorenzetti, parce que quand on regarde le classement, le Racing est 8e et a déjà perdu 3 matchs. Donc on écoutait Baptiste Chouznou là, qui disait cette semaine, nous sommes dans l'obligation de réagir. Grosse pression. Oui, oui, ah oui, très grosse pression, pardon, oui, bien sûr. Avec en plus la défaite sur à deux flancs de la semaine dernière, hein, il l'avait dit qu'ils étaient venus pas en voyage, mais faire un coup, et du coup, perdre à deux Flandres. En plus, ils prennent un point, mais sur l'obligation, comme tu as dit, de victoire, parce qu'ils sont déjà à 3 défaites, et pour vite recoller dans les 6. Est-ce que Pau peut les ennuyer, ou ça va être quand même compliqué face à une telle bête blessée? Ouais, je pense que ça va être compliqué. Alors après, les Palois, ils ont un très bel effectif aussi, mais ça va être très compliqué sur, je pense déjà sur l'engagement, les choses comme ça, parce que c'est assez jeune. Les Palois, ils sont assez jeunes, ça reconstruit un petit peu. Donc ouais, je pense que ils vont s'accrocher, mais ça va être compliqué. Ouais. Puis la section joue peut-être plus le maintien à la maison, au hameau, que sur ce genre de grand Ce rendez-vous genre- à l'extérieur. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Benji. Un mot, justement, là on vient de parler de La Rochelle et de la section paloise. Un mot sur un homme qui a connu les deux clubs et qui vient d'arriver à La Rochelle, c'est Antoine Astoy. Malheureusement, une blessure d'entrée de jeu. C'est dommage parce qu'on l'avait vu faire de belles choses et montrer que dans la succession derrière Yaya West, il pouvait endosser le rôle facilement. Oui, bien sûr, oui, il a fait une très bon début de saison. Alors oui, malgré sa blessure, mais il a fait une très bon début de saison sur la gestion, les temps forts, les temps faibles, sur sa capacité aussi à intégrer un effectif comme le Stade Rocher, parce que c'est un effectif quand même, ça joue de partout, c'est rapide, c'est donc non, très, très bonne intégration de sa part, oui. Antoine Astoy, donc, qui, on l'espère, va revenir rapidement du côté du Stade Rochelais. Donc, 3 matchs concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine à 17h. On l'a dit, le match entre Bayonne et La Rochelle, le match entre le Racing 92 et la section paloise, et puis la rencontre intéressante sur le papier entre Toulon et Brive, qui aura lieu à Mayol. Toulon 5e, qui reste sur une belle victoire justement à Pau, et Brive 6e. Donc, c'est un match vraiment entre deux équipes proches pour l'instant sur le niveau du début de saison. Oui, bien sûr, oui, on le voit, même les brivistes sur les déplacements qu'ils font, ils sont toujours en capacité de coller sur les équipes. Donc ça va être un gros match, surtout que, bon, comme tu l'as dit, hein, les Toulonnais sortent sur une grosse victoire la semaine dernière. En plus, on voit que le jeu des Toulonnais commence vraiment à se débrider, il commence à se trouver. Voilà, hein, il y a certains joueurs, comme Jérémy Saint-Zel qui était à La Rochelle, qui fait du bien dans cette équipe. Donc non, non, c'est un très très gros match, mais je pense que les Toulonnais auront fort à faire aussi, parce que les Brévis n'ont pas donné leur part aux chiens. Toulon qui a pas mal renouvelé son effectif, mais est-ce que ça, selon toi, Florian, ça aide d'avoir autant de joueurs qui débarquent du même club, à savoir les Rochelais, les anciens Rochelais, Dany Priso, Mathieu Tanguy, Jérémy Saint-Zel, Yaya West, ça permet de gagner du temps en termes de connaissance de l'autre, d'automatisme? Oui, peut-être. Après, je pense que là où c'est un peu plus compliqué, c'est surtout, c'est même sûr, hein, c'est sur le projet de jeu, parce que il y a deux projets de jeu différents, hein, à Toulon et à La Rochelle. Après, c'est sûr, quand on a un 10 et un 12 comme Jérémy, qui se connaissent déjà, c'est sûr qu'après, c'est vachement plus facile de jouer derrière. Ouais. Toulon qui va donc recevoir Brive. Alors il y a une bonne nouvelle pour le RCT, et qui coïncide du coup avec une mauvaise nouvelle pour Brive. Ce sont les deux retours de Cheslin Colby et de Duncan Payaawa. Alors là, quand on est briviste, on n'a pas forcément envie qu'ils reviennent pour le match qui arrive, parce que ce sont deux joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment, Flo. Oui, bien sûr, oui, ces deux joueurs, déjà sur leur capacité d'appui, sur leur explosivité, c'est vrai que si les brivistes laissent un peu d'espace, je pense qu'ils vont le payer cash.
ça c'est sûr. Et Colby, on l'a vu ces dernières années, en plus, qui est devenu très polyvalent. Donc, c'est vraiment un bonheur, je suppose, pour le staff du RCT de le récupérer. Oui, bien sûr, oui, c'est un bonheur parce que, comme tu dis, il est polyvalent et puis c'est un joueur qui comprend vite qu'on le mette à l'aile, qu'on le mette derrière. C'est un joueur qui comprend vite le rugby, donc du coup, c'est vachement plus facile pour le staff toulonnais de l'intégrer, oui. Et puis, ça va enflammer Mayol avec Payahawa et Colby sur la pelouse. Forcément, les supporters, ça risque d'avoir des highlights, comme on dit, et des actions de classe. Donc, ça peut aussi enflammer Mayol. Brive n'en a pas forcément besoin. Ouais, c'est sûr, ouais. Oui, c'est sûr que Mayol dit que ça commence à avoir du spectacle, hein, parce que bon, c'est le cas, ils aiment ça, les supporters toulonnais, mais dit qu'il commence à avoir du spectacle, des choses comme ça. Mayol commence à gronder avec le pilou-pilou. Je pense que les brévistes, il faut qu'ils s'accrochent. Et donc, Brive qui se déplace à Toulon à 17h, à 21h05, mais cette fois dimanche soir, ça sera le choc chez nos confrères de Canal+, le Loup face à l'UBB au Matmut Stadium de Gerland. Lyon, un peu comme le Racing, hein, Lyon, on attendait de voir ce que ça allait donner, et Lyon est presque dans l'obligation de l'emporter parce que Lyon est 12e seulement. Pour l'instant, c'est compliqué pour un homme que tu connais bien, pour Xavier Garbajosa, les débuts sont un peu durs. Oui, bien sûr, ouais, ils sont durs, oui, on les a vus la semaine dernière où ils se sont déplacés au Michelin, ça a été très, très compliqué. Après, ça va être un bon match, je pense, parce que c'est pareil, de l'autre côté, on a l'UBB, pareil, qui ont besoin de points, même s'ils ont gagné chez eux la semaine dernière de 5 points contre le Stade français, mais il va y avoir deux équipes, je pense que ça va jouer, et il va y avoir de l'engagement, parce que ces deux équipes qui ont besoin de points pour recoller vite dans le haut du tableau. Ouais, parce que ce top 14 de plus en plus resserré, là, Bordeaux 7e, Lyon 12e, même si c'est que le début de saison, Flo, il va forcément y avoir un gros qui va passer à la trappe, comme c'est le cas les dernières saisons. Oui, ça c'est sûr, oui. Plus on avance, et c'est vrai que plus le top 14 est serré, plus tout le monde fait des recrues avec des joueurs très intéressants. Donc il y aura sûrement un gros qui va passer, oui, comme tu dis, à la trappe. Et je pense qu'ils le savent, il n'y a pas de temps à perdre 2 points, surtout sur ce début de saison. Toi qui es coach, Flo, il y a quand même encore pas mal de blessés, notamment en troisième ligne sur la composition de l'UBB. Rémi Lamera qui devrait un peu dépanner, il faut boucher les trous. Pas facile là pour Christophe Furios. Il y a une fin de saison dernière compliquée. On ne savait même pas s'il allait continuer parce qu'on sentait qu'il y avait un peu de rififi entre les joueurs et Urios. Là, c'est pas évident à gérer de bien débuter la saison dans ces conditions. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas évident, et on l'a vu encore hein, la semaine dernière où il perd 2 joueurs, je crois, à l'échauffement. Donc ouais, ça va pas être évident. Après, bon, je pense que Rémi Lamera, si il se met en poste de troisième ligne, hein, on a bien eu nous Levani Boccia qui l'a fait, hein, et c'était plutôt bien. Donc non, Rémi Lamera, je pense que c'est un joueur, c'est un guerrier, c'est un joueur qui aime le combat. Donc oui, ça va changer sur peut-être son placement sur le terrain, mais après, dans l'intensité qu'il va y mettre, je pense que bon, Christophe, il doit pas trop s'inquiéter. Et puis qu'il soit deuxième ligne, troisième ligne, pilier, Rémi Lamera, on sait une chose, c'est qu'il sera au micro de nos confrères de Canal+, que c'est quasiment tout le temps lui à Tout le chaque fois. temps. Rémi Lamera qui a assez d'expérience pour se sortir de cette rencontre facilement, même s'il joue à un poste qui n'est pas le sien. On rappelle le calendrier de cette journée de top 14, la 6e en l'occurrence. Castres-Montpellier, 15h. Demain, Bayonne-La Rochelle, Racing 92, Pau, Toulon-Brive et Stade français Perpignan à 17h. À 21h05, Toulouse-Clermont, et puis le dimanche à 21h05, ça sera Lyon face à l'UBB, face à Bordeaux-Bègles. On est obligé, avant de te laisser, Florian, et de refermer cette page rugby, d'évoquer quand même le rugby féminin, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui débute demain du côté de la Nouvelle-Zélande. Et c'est assez incroyable, on a vu les images un petit peu, et puis surtout les stats au niveau de la billetterie. C'est un vrai carton, c'est un engouement incroyable sur place, avec eh bien l'Eden Park qui devrait être à guichet fermé. C'est quand même une bonne nouvelle, Flo, d'avoir un tel engouement dans un pays de rugby comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, c'est surtout qu'en plus, il y a de belles équipes. L'équipe de France a une belle poule. Donc, c'est sûr que là, avec ce public, comme tu dis, qui aime le rugby, qui aime voir du jeu, du spectacle, parce que voilà, hein, le rugby féminin se développe de plus en plus. Je lisais un article qui disait que le rugby féminin, c'était, il me semble, 15% de licenciés en plus de la saison dernière. Donc, c'est vrai que ça se développe. Donc, moi, ça m'étonne pas hein, que ça soit rempli, même si c'est du rugby féminin.
Ouais, et puis même s'il va falloir se lever très tôt, parce que je suis pas sûr que Florian, vu ton agenda ce week-end, tu vas te lever à 3h15 du matin pour le premier match des Bleus, Afrique du Sud-France, un gros morceau d'entrée, hein. Là, ça va pas rigoler, faudra être prête pour les filles dès le début de la compétition, parce que c'est une poule avec l'Angleterre et les îles Fidji. Imagine une poule chez les hommes avec Afrique du Sud, Angleterre et les Fidji, ça piquerait un peu. Ouais, c'est sûr, ouais, ça piquerait. Ouais. Non, je serais pas levé à 3 heures, je regarderai La rediff. la rediff, exactement. Je regarderai la rediff, mais oui, c'est une poule, hein, c'est une poule assez relevée, c'est une poule qui va être compliquée. Donc oui, je pense que les Françaises, elles le savent, mais elles n'ont pas le droit, pas le droit à l'erreur sur ce premier match pour bien se lancer dans la compétition, ça c'est sûr. Et en tout cas, on va être à fond, quoi qu'il arrive, derrière cette équipe de France. Coupe du monde de rugby qui débute cette nuit en Nouvelle-Zélande avec évidemment le match Afrique du Sud-France cette nuit à 3h15 du matin. T'as jamais joué au hockey sur glace, Flo, vu ton gabarit? Non, jamais, non. Bon, dans un instant, on parle des boxeurs de Bordeaux avec Florian Sabatier. Ça va continuer avec le sport bordelais. Dans un instant, la Ligue Magnus pour conclure le NASPORT Show. Merci beaucoup, Florian, pour cette première. Ça a été... Très bien, merci Benji. Très Et bien, très bien. bon match ce week-end, bon entraînement à Flo, que ce soit avec le club de Villeneuve-les-Salines dans l'agglomération de La Rochelle ou avec, dans le département des Deux-Sèvres, le club de Niort. Ciao Flo. Salut Benji, merci. Dans un instant, je le disais, on parle de la Ligue Magnus avec Florian Sabatier, un reportage de Florian sur la Ligue Magnus et les boxers de Bordeaux.
La suite et la fin du NAS Sport Show avec, comme promis, du hockey sur glace. On va filer du côté de la patinoire Mériadec, en plein cœur de l'agglomération bordelaise, avec du côté de la cité au Scapulaire, un engouement incroyable depuis quelques années concernant le hockey sur glace qui se place désormais derrière les Girondins de Bordeaux et l'Union Bordeaux-Bègles en rugby. Un reportage consacré aux Boxers qui est signé pour le NAS Sport Show par Florian Sabatier. Depuis quelques années, la région bordelaise est connue pour son attrait pour le sport du fait de la mixité des événements sportifs qui peuvent se dérouler tout au long du week-end. Si le football ou le rugby a une place importante, la Gironde suit de très près le hockey sur glace avec les Boxers de Bordeaux dans la Ligue Magnus. Le championnat a repris depuis un peu plus d'un mois et l'ambiance de la patinoire de Mériadec est toujours aussi enivrante en ce début de saison. Pour les principaux acteurs de l'équipe bordelaise, l'ambiance chaude de ses supporters n'est pas le fruit du hasard. Oui, mais je crois que c'est pas nouveau que le public aime les boxers et je dirais que chaque année, voilà, il y a une belle affluence. Et ce qui est bien, c'est que ce soir, voilà, il y a un partage avec le public. C'est important de donner des sourires et du plaisir à nos supporters qui nous sont fidèles, qui sont derrière nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Et voilà, on a à cœur de leur offrir de belles prestations avec des victoires au bout pour pouvoir savourer la fin de match, quoi. Ouais, tu sais, c'est toujours bien que ta foule est là, puis tu supportes. Puis ce soir, on les a entendus, puis ça nous a donné du momentum dès le début du match. Ils nous ont soutenu tout le match, alors ça fait vraiment du bien, puis on aime ça. Et cette énergie du 7e homme permet aux Boxers de Bordeaux de se sublimer lors de chaque rencontre à domicile pour atteindre les précieux playoffs en fin de saison. Si les Bordelais n'ont atteint que les quarts de finale la saison dernière, ils entendent bien réaliser une belle saison pour rendre fier son public qui vient en nombre lors de chaque prestation à domicile. Oui, mais on s'en est pas caché. Aujourd'hui, c'est de faire mieux que la saison passée. Maintenant, voilà, c'est un long cheminement. On n'est qu'au début. C'est sûr que les débuts sont encourageants. On sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Maintenant, on va voir aussi avec l'adversité. Il va falloir challenger toutes les équipes parce que chaque match, il va falloir travailler plus fort que l'adversaire, avoir plus envie que l'adversaire si on veut l'espérer l'emporter. En tout cas, de ce qu'on voit depuis le début de saison, que ce soit du camp d'entraînement ou nos premiers matchs, sont très encourageants. Maintenant, voilà, il y a encore des petits détails à régler, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, qu'on trouve un peu plus une meilleure transition encore plus rapide parce qu'on a vraiment des joueurs qui sont explosifs, qui sont rapides, donc qui peuvent faire la différence. Mais voilà, les choses se mettent en place petit à petit et j'espère qu'on va monter en puissance. Un peu comme le match que vous avez vu, on va avoir une équipe très intense, on va forechecker très fort, puis défensivement, on va jouer très serré ensemble, puis essayer de donner le moins d'opportunités possible. Ouais, un peu comme ça, on va jouer le plus vite qu'on peut, le plus nord-sud qu'on peut et attaquer le plus qu'on peut. À l'instant T, l'équipe girondine se positionne à la 4e place du classement à seulement 3 points du leader Gap. Elle est forcément en lice pour atteindre les playoffs et faire tout aussi bien que la saison dernière, si ce n'est mieux, pour pouvoir passer un nouveau palier dans l'élite du hockey sur glace français. Et donc pour parler de ce sujet sur les Boxers de Bordeaux, on retrouve celui qui a filmé cette séquence, c'est Florian Sabatier, de retour dans le NAS Sport Show. Rebonjour Florian. Bonjour Benjamin. Florian, les Boxers de Bordeaux, il y avait déjà un engouement incroyable la saison dernière. Ça continue cette année avec en plus côté sportif un début de saison plutôt réussi. On a l'impression que derrière les Girondins et l'UBB, c'est la 3e équipe maintenant, les Boxers à Bordeaux. Oui, clairement, et ça fait un petit moment quand même, clairement, parce que ça fait quelques années déjà quand ils avaient réussi à monter en Ligue Magnus, on voyait des choses déjà très intéressantes. Vous avez des matchs du coup le vendredi soir, il y a régulièrement des tarifs notamment préférentiels pour les étudiants, donc c'est vrai que ça amène énormément de cette nouvelle jeune génération parce que vous pouvez vous placer un peu où vous voulez et vous pouvez voir des matchs assez intéressants pendant plus de 2 heures de match. Donc c'est vrai que pour l'instant Bordeaux fonctionne bien. Il y a eu finalement sur 4 matchs à domicile, vous avez eu 3 victoires et une défaite. La seule défaite, c'est face à Grenoble qui est 2e quand même du championnat et qui reste quand même une grosse écurie de la Ligue Magnus. Donc c'est vrai que pour l'instant, tout semble fonctionner sur des rails, je serais tenté de dire, parce que c'est vrai que pour l'instant, on voit
des joueurs déjà qui sont arrivés, qui apportent satisfaction. L'entraîneur, comme l'expliquait dans le sujet, voilà, il y a vraiment cette volonté de passer le cap hein, de ces quarts de finale. L'année dernière, ça s'était pas joué non plus à grand chose, et il y a vraiment cet objectif d'amener encore plus de monde dans cette patinoire de Mériadeck qui se retrouve quasiment à plein centre de Bordeaux. Donc c'est vrai que on attendra de voir au mois de mars parce que, comme on a tendance à le dire, je vais reprendre une phrase notamment qu'on dit souvent sur la Formule 1, que c'est pas un sprint mais un marathon. Et là, clairement, on est un peu sur le même acabit hein, sur le hockey. Dès le mois de mars, c'est un peu comme avec les playoffs que vous avez aussi en top 14. Tous les compteurs sont mis à zéro et là, c'est celui qui est le plus efficace, le plus performant qui arrive à gagner cette Ligue Magnus. C'est toute la difficulté en Ligue Magnus, Florian. On sait que c'est très compliqué d'aller chercher le dernier carré. Il y a une concurrence qui est très rude, mais en plus, ça veut dire qu'il faut réenclencher à ce moment-là de la saison pour remonter en puissance. C'est peut-être là où toute la difficulté va se situer pour les boxeurs. Oui, clairement, parce que pour l'instant, ils sont quatrième du championnat, mais c'est vrai que vous avez quand même des grosses équipes devant qui prétendent, elles, à gagner cette Ligue Magnus, que ce soit Gap, que ce soit Grenoble. Il y a les Ducs d'Angers qui est positionné à la troisième position. Donc, c'est vrai que s'il y a un gros qui arrive, ça va être compliqué. Mais à un moment donné, quand la compétition se resserre, vous allez forcément affronter des top écuries comme celle que je viens de vous citer. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a cette ambition-là. On fonctionne vraiment sur un objectif à moyen long terme, que ce soit au niveau du staff qu'au niveau de l'organigramme. Il y a cette volonté de continuer à avancer, de continuer de grandir. Donc, on verra ça à partir du mois de mars, mais déjà, Bordeaux a quand même bien démarré son championnat et a montré de belles choses à domicile, chose que ne voyait pas forcément tout le temps le coach la saison dernière. Donc au moins, il y a des choses qui sont positives par rapport à la saison dernière en ce début de saison. Et financièrement, Florian, on sait qu'il y avait eu beaucoup de difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Ça va mieux du côté des boxers? Ça semble être le cas parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait pu voir aussi beaucoup de monde revenir quand les buvettes avaient été ouvertes, etc. Il faut savoir que c'est un petit peu le hockey fonctionne un petit peu comme le rugby, c'est-à-dire que vraiment la buvette n'est pas le centre névralgique de l'affaire, mais on n'en est pas très loin quand même. Donc c'est vrai que le fait de voir déjà cette patinoire remplie, ça vous ramène du monde, ça vous ramène forcément des bénéfices à faire, notamment au niveau de la buvette, parce qu'on rappelle, il y a 4 cartons, donc il y a le temps de se restaurer assez régulièrement. Donc voilà, c'est vrai que le Covid, comme vous l'avez dit, Benjamin, a quand même pas mal handicapé ces clubs-là, notamment que ce soit le hockey. On a aussi pour l'Union Bordeaux-Bègles, ça avait été compliqué parce que voilà, quand vous avez le meilleur public d'Europe et de France en jauge et que vous pouvez pas remplir votre stade ou votre patinoire là pour le coup pour le hockey, c'est forcément plus compliqué. Donc on a l'impression que cette pandémie sanitaire commence à être de plus en plus loin derrière nous et notamment pour ces sports-là. Et quid, Florian, de François Paquin? Parce que je me souviens Mmh. que la dernière fois qu'on a fait une émission de hockey sur glace, tu nous avais fait un sujet sur la retraite du Canadien qui, on le rappelle, a passé plus de 10 ans sous le maillot des Boxers de Bordeaux. Je suppose que c'est pas facile de remplacer une telle légende. Ah ouais, non, non, c'est sûr. Vous aviez encore, par exemple, notamment là, quand on a réalisé ce reportage qu'on a pu voir aujourd'hui, il y avait encore des maillots de François Paquin. Donc, c'est vrai il a laissé une trace indélébile dans ce club-là, parce que même les vidéos avec les partenaires, on le voit encore présent sur les vidéos. Il est encore dans le giron hein, de l'organigramme des boxeurs. Ça reste quand même un joueur.
dont vous pouvez pas effacer le nom comme ça sur 2 saisons qui se collent l'une à l'autre. Donc ça prendra forcément un petit peu de temps, mais Bordeaux a recruté aussi, les boxeurs ont recruté en conséquence. Donc on verra si tout se passe bien dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est et ne sera pas oublié de ses supporters. François Paquin, la légende canadienne des boxers de Bordeaux. Merci beaucoup, Florian, qui se balade sur toutes les surfaces. Il nous a parlé hockey sur glace, Girondins de Bordeaux. Et puis Florian qui va être sur tous les fronts, encore une fois, ce week-end, puisqu'il va y avoir le 5e tour de Coupe de France. On pense notamment au petit poussé que Flo suit régulièrement. C'est le FC en baisse qui va jouer ce week-end. Et n'oubliez pas le rendez-vous incontournable lundi soir, puisqu'il n'y aura pas de Nasport Show. Lundi soir, ça sera une édition spéciale du tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. Tirage au sort qui sera en direct depuis nos studios avec notamment le président de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi. Donc, suivez bien ce rendez-vous. Lundi soir, 19h15, le tirage au sort en direct du 6e tour de la Coupe de France avec pas mal de clubs girondins qui vont intéresser Florian. Merci Florian. Merci Benjamin. Bonsoir à toutes et tous. Bon week-end de sport à Florian et bon week-end de sport à vous, évidemment, qui nous suivez dans le Nasport Show, que vous soyez fan de rugby, de foot, de basket. N'hésitez pas également à revoir cette émission si vous avez manqué une partie. Ça se passe en replay sur la chaîne YouTube de NATV. On était ravis de passer cette heure et ces 2 heures ensemble pour la grande première du Nasport Show. On se retrouve lundi, je vous le disais, pour une édition spéciale de l'FNA. D'ici là, bon week-end de sport à tous.